titre est celui-là. Quelle géopolitique du Brésil sous Bolsonaro? Et l'élément important du titre, c'est le point d'interrogation final. Puisque, je vais vous l'avouer tout de suite, et si vous avez encore le temps de repartir, je n'ai pas de boule de cristal. Et donc je ne vais pas vous dire ce qui va se passer au Brésil dans les semaines ou les mois qui viennent, puisque je suis, comme beaucoup de gens, très perplexe devant ce qui se passe. On va essayer ensemble de donner des éléments qui permettent de comprendre comment on en est arrivé là, ce qui s'est passé depuis un an maintenant, et puis d'essayer d'imaginer ensemble ce qui pourrait arriver par la suite. Donc je dois avouer tout de suite que je n'avais pas vu venir, encore un mois avant, l'élection de Jair Bolsonaro, mais je suis loin d'être le seul. La plupart des observateurs disaient encore un mois avant, non, Bolsonaro, c'est pas possible. Bolsonaro ne peut pas être élu. Et en fait, si. Alors vous savez qu'il y a déjà quelques pays dans le monde qui ont eu ce genre de surprise, de la Hongrie à l'Italie et de quelques autres. Mais je crois que ça a été vraiment un tremblement de terre politique au Brésil et qu'on a besoin de toutes les meilleures têtes possibles rassemblées pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là et ce qui va se passer. Donc par ailleurs, vous avez constaté, vous êtes sur un campus universitaire, on n'est pas au Café du Commerce et donc je ne vais pas vous raconter ce que je pense de telle ou telle personnalité brésilienne. Si ça me paraît utile, je le ferai, mais on ne va pas essayer de faire de la spéculation à court terme, on va essayer, avec les moyens qu'on a, sur un campus de sciences humaines, d'analyser des faits, de mesurer, de tenter de les expliquer. Et pour ça, je vais me servir du matériau qui vient d'être mentionné, c'est-à-dire des sources que sont les 2 numéros des revues Outre-Terre, dirigée par Michel Korinman, qui est en français, et la revue Confins, que je co-dirige avec Nelly ici présente, qui s'appelle Confins en français et Confins au Brésil, c'est le même mot volontairement, puisqu'on a l'idée que c'est aux confins des sciences et aux confins des pensées que les choses se révèlent et que donc on a choisi ce terme volontairement. Les deux ont un inconvénient. La revue Outre-Terre est en français mais payante, et la revue Confins est gratuite mais en portugais. Donc vous choisissez le moindre inconvénient. Je signale pour ceux qui ne parlent pas le portugais que si vous ouvrez un ouvrage en portugais qui vous intéresse, vous allez être surpris de voir que vous comprenez. C'est une langue latine, c'est pas très très loin du français. Si vous avez fait de l'espagnol, de l'italien, du latin, vous serez surpris de voir qu'à quelques mots près, vous comprenez. Et je dis la même chose à mes étudiants brésiliens, ouvrez un livre en français, vous serez surpris de voir que vous comprenez. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est, là vous avez devant vous la seule diapo où il y a du texte. Parce qu'en fait, je vais profiter honteusement d'un avantage comparatif des géographes, c'est de pouvoir se servir d'images, de cartes, de photos, cartes que j'ai faites, photos que j'ai prises, que je connais assez bien, et que je vais commenter avec vous. Ce qui me permettra, en fonction de vos réactions ou des questions que vous auriez envie de poser, de développer plus ou moins. J'en profite pour dire que si sur une image il y a quelque chose qui vous intrigue, levez la main et je vous répondrai, parce que c'est mieux que de me dire dans une heure, sur la 4e diapo, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc n'hésitez pas. On se débrouillera pour rattraper le temps après. L'idée, c'est que ce bombardement d'images et de mes commentaires vous permettent d'essayer d'appréhender cette géopolitique du Brésil. Alors, venons-en à ce qui nous intéresse maintenant, la situation. Quel est le contexte? Le contexte tel qu'on le perçoit en France, c'est un retournement de l'opinion sur le Brésil. L'ambassadeur Lecourtier qui le vit, c'est ce qu'il en est. Il y a quelques années, on ne tarissait pas d'éloges sur le Brésil, Eldorado, où il fallait investir au plus vite. Et puis les choses se sont retournées et le même hebdomadaire dont j'ai pris plusieurs couvertures, The Economist, a commencé en 2009 par montrer le Brésil décolle. Juste après, le Brésil va s'écraser, le Brésil est trahi. Et donc, si le terme n'était pas maintenant un peu usé, on dirait que c'est Brazil bashing, c'est-à-dire il est bien vu de dire du mal du Brésil, et en ce moment, depuis un an, encore plus. Et donc, on pourrait dire, en reprenant une phrase ancienne, est-ce que le Brésil mérite tant d'éloges ou tant d'indignité? C'est ni l'un ni l'autre. En fait, on va essayer de tirer ça un petit peu au clair. Bon, voilà ce qu'on trouve aujourd'hui. Et ça, c'était juste avant l'élection. Est-ce que vraiment c'est ça qui va se passer? Vous voyez que tout le monde était un peu perplexe. Sur une autre couverture, ceci n'est pas une démocratie. Je suppose que vous aurez reconnu une parodie de ceci n'est pas une pipe de Magritte. Et puis, on a vu après l'élection apparaître des choses comme ça. Et donc, regardons, je suppose que vous voyez de loin ce qu'il en est. Regardez bien la forme des 2 mèches. C'est une forme que vous allez retrouver sur pas mal de mes cartes. Ce n'est pas par hasard qu'on a pris ça.
Et puis, voilà une autre caricature. Juste après l'élection, les gens qui étaient plutôt du côté de Bolsonaro ont dit en fait, voilà, le Nord-Est, qui est la région la plus pauvre du Brésil et la plus fidèle au Parti des travailleurs, est une sorte de Venezuela et qu'il faut donc probablement construire un mur autour. Ça a été dit. Bon, je pense que vous voyez l'inspiration. Certains collègues distingués ont fait des tas de colloques, dont celui-ci qui s'appelait « Le Brésil est-il un pays fasciste ?» Heureusement, il y a un point d'interrogation, et j'espère qu'ils n'ont pas conclu ça. Qui fréquente le Brésil depuis longtemps, comme moi, ne peut pas croire que ce soit un pays devenu massivement fasciste, alors qu'il était, 3 mois avant, massivement voué au Parti des travailleurs. Donc ça n'est pas raisonnable. Et puis voilà, je pense que j'ai repris ça m'est revenu en préparant la conférence. Je me suis rappelé de cette phrase dont je ne savais plus quel était le contexte, qui est en fait liée à une estampe de Goya, qui est « Le silence de la raison produit des monstres ». Et donc ça veut dire que dans des moments où on baisse la garde d'une certaine rationalité, d'une certaine organisation, d'un certain bon sens, où on commence à croire aux fake news, on commence à perdre de vue un peu les bases scientifiques et même raisonnables d'une analyse, on peut se retrouver dans des situations étranges, et là c'est parfaitement le cas. Bon, en plus dans une maison vouée à l'Amérique latine, je trouvais que c'était bien de rappeler ça, qui d'ailleurs lié à une invasion française si je me rappelle bien, donc on va passer. Alors, je vais passer en revue rapidement, non pas les articles de la revue elle-même, ça je vous laisserai le plaisir de les lire, mais quelques-unes des cartes qu'ils contiennent ou que j'ai produites par la suite pour pouvoir vous donner à la fois envie de le lire, puis aussi vous donner des éléments visuels pour réfléchir à cette situation. Ça, c'est donc l'introduction qui a été faite par Michel Korinman, qui a pris des points de vue très différents de ce que j'attendais, mais c'est sa revue, donc il fait ce qu'il veut. Il a par exemple commencé par un article sur la fuite de Cesare Battisti, qui était réfugié au Brésil. C'était quelqu'un qui a fait partie des Brigades Rouges, qui a été condamné en Italie, qui s'était réfugié au Brésil, où il avait été accueilli à bras ouverts par le Parti des travailleurs, et qui, sentant le vent tourner, s'est enfui et a donc essayé par la suite de passer en Bolivie sans succès. Bon, donc c'était une des premières manifestations d'un certain affolement. Les réfugiés vénézuéliens, il a choisi d'en parler aussi, puisque c'est une des choses qui préoccupe beaucoup au Brésil, bien que le nombre de réfugiés au Brésil soit sans comparaison avec ce qui se passe en Colombie et au Pérou. C'est aussi une certaine conjoncture qui se présente dans les environs. Et puis, avec lui, on avait préparé cette image, qui est une espèce de représentation comment les autorités brésiliennes, le gouvernement brésilien voyait le monde sous Lula, avec la triade, les pays du BRICS, etc. Et puis, ce qu'on peut imaginer de la façon dont Bolsonaro voit le monde. Il se qualifie lui-même de Trump tropical, donc je n'ai pas besoin de faire une caricature, il s'en charge lui-même. Mais en tout cas, il y a des pays respectables, il y a des pays dangereux, il y a des pays hostiles. Et si vous avez suivi la presse, vous avez peut-être vu que dans les derniers temps, l'ennemi officiel du Brésil, le plus dangereux, dans un scénario fait par les états-majors de l'armée brésilienne, c'est la France. Nous sommes pour le Brésil le principal ennemi. Alors j'ai un peu de peine à le croire, d'une part les militaires sont montés aussitôt au créneau pour dire que pas du tout, qu'il y avait des contrats nombreux avec la France, y compris la fourniture de sous-marins, et que donc c'est un effet un peu d'écume et de bruit qu'on aura assez souvent l'occasion de revoir dans l'heure qui vient. Ensuite, alors là je suis obligé de tordre le cou à une modestie naturelle et de montrer un certain nombre de cartes que j'ai faites moi-même pour un peu vous donner quelques explications. Ça c'est la carte du premier tour. C'est donc avec une analyse statistique sur laquelle je passe les détails, qui était en tête au premier tour. Tout ce qui est en rouge, et vous reconnaissez la mèche de tout à l'heure, c'est les régions où le Parti des travailleurs, c'est-à-dire le candidat du Parti des travailleurs était en tête. En bleu, c'est là où Bolsonaro était en tête au premier tour, et en jaune, c'est les autres. Et les autres, c'est pour l'essentiel un candidat issu du Ceará, qui aurait pu faire alliance avec le PT, mais dont le PT n'a pas voulu. Ça leur a peut-être coûté l'élection, puisque ça a été assez serré. Et toujours est-il que, du coup, ben voilà comment ça se présentait, non pas forcément en majorité, mais les écarts à la moyenne. Donc voilà, déjà, on avait une assez bonne idée de qui irait au deuxième tour. Et voilà le deuxième tour. Donc le principe de la carte, c'est que les cercles ont une taille correspondant au nombre d'électeurs, et la couleur à la prédominance. Donc vous voyez bien que c'est un Brésil coupé en deux. Tout le sud, le plus peuplé, et un axe qui va comme ça vers le nord-ouest, a voté Bolsonaro
dans les dernières catégories de 67 à 83%, alors que le Nord-Est, au sens large, a voté Haddad, c'est-à-dire le candidat désigné par Lula, pour le Parti des travailleurs. Donc on voit apparaître dès ce moment-là les deux Brésils. Alors ça fait longtemps qu'on écrit sur les deux Brésils, voire les trois Brésils, mais là je pense que la fracture est plus forte que jamais. Ça c'est une récapitulation des élections depuis 1998 où on voit le rouge du Parti des travailleurs gagner du terrain progressivement, gagnant d'abord un seul État, puis progressivement prenant le pouvoir dans presque tous. Et vous voyez que déjà le Ceará était réticent, et puis c'est le reflux de la vague, donc c'est aussi un cycle. Et je pense que, alors ça a été publié dans Hérodote, puisqu'il ne pouvait pas publier en couleur, donc je leur ai passé les cartes couleurs, et le cartographe d'Hérodote a choisi ces couleurs. Je lui ai demandé si c'était par hasard qu'il avait choisi le noir pour Bolsonaro. Sa réponse tenait en un seul mot, non. J'ai choisi exprès. Bon, ça c'était juste après l'élection, je ne sais pas ce qu'il en dirait aujourd'hui, mais je pense qu'il n'aurait pas beaucoup changé d'avis. Alors j'ai eu l'occasion, juste à ce moment-là, la Société de géographie m'a demandé un peu au débeauté d'essayer d'expliquer un peu. Donc il y a quelque chose que vous pouvez voir qui est en ligne si ça vous intéresse. Et à l'époque, j'avais dit, parce qu'on vivait au Brésil, enfin c'est là qu'on passe 10 mois de l'année normalement, on avait senti monter depuis quelques années, surtout dans les quartiers qui ne sont pas des quartiers de luxe, mais des quartiers classe moyenne et moyenne supérieure où nous habitons à São Paulo, vraiment un rejet. Pour tout un tas de raisons, les unes bonnes, les autres mauvaises, beaucoup de gens ont dit le Parti des travailleurs, plus jamais. Soit des gens de gauche qui se sont sentis trahis, soit des gens de droite qui ne supportaient pas qu'on porte attention aux plus pauvres, qu'on porte attention à la cause des femmes, des communautés LGBT, etc., qui a amené un retour de balancier extrêmement brutal dans l'autre sens. Et donc je pense que c'est un des éléments. Et on a dans nos cercles amicaux et familiaux des gens qui nous ont dit non. Je dis mais tu vas quand même pas voter Bolsonaro, si, tout plutôt que le PT. Et donc c'est un des ressorts, ce qui est arrivé dans d'autres pays, majeurs de cette surprise de l'élection. Voilà. Alors on peut commencer à faire un certain nombre de rapprochements. Et la façon de faire des rapprochements, c'est de regarder un peu si les phénomènes coïncident. Et on dit souvent qu'une coïncidence n'est pas forcément une coïncidence. Et le fait que les mêmes choses se produisent aux mêmes endroits, il n'y a pas de relation forcément de cause à effet, mais on peut au moins suspecter que des phénomènes semblables. Ici, on a la carte des bénéficiaires de la Bolsa Familia, qui est une sorte de système d'allocation familiale étendue qui permet à des gens très pauvres de recevoir de l'argent tous les mois de façon assurée si les enfants sont à l'école, si les vaccinations sont faites, etc. Et ça, pour des montants qui, pour les gens des classes moyennes et supérieures, sont ridiculement bas, mais qui, pour leurs bénéficiaires, étaient extrêmement importants puisque ça pouvait représenter jusqu'à la moitié de leurs revenus annuels, qui sont extrêmement bas. Et surtout, c'était de l'argent qui était sûr, dont on est sûr qu'il tomberait tous les mois, qui était attribué dans 97% des cas aux femmes, en vertu du principe, excusez-moi messieurs, que quand on donne l'argent aux hommes, ils vont au bistrot, quand on donne l'argent aux femmes, ils achètent du lait pour les enfants. C'est ce qu'on disait en France au XIXe siècle et ça n'est pas entièrement faux. Et donc ça s'est fait, et ça se fait sous forme de carton de crédit, de carte de crédit. Alors que jusque-là, les aides au Brésil, c'était toujours une enveloppe en argent liquide que le maire donnait de la main à main au bénéficiaire en lui disant « tu te souviendras bien de qui t'a donné cet argent au moment d'élection ». Donc c'était un revenu non négligeable, régulier, en liquide et la dignité. Et ça, les bénéficiaires qui sont principalement dans ces régions du Nord-Est s'en sont souvenus au moment d'élection. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'électeurs aussi dans les grandes villes, où il y a aussi des gens qui en ont bénéficié. Mais la fidélité du Nord-Est jusqu'à ce jour, on verra aux prochaines élections au PT, trouve ses racines là-dedans. Bon, et si on fait une analyse un peu comparative, enfin plutôt intégratrice de toute une série d'indicateurs sociaux, on retrouve la même forme. Il y a un Brésil pauvre au nord-nord-est, un Brésil développé sud-sud-est et de plus en plus dans cette région ici du centre-ouest. Jusqu'aux années 70, c'était des régions presque vides et qu'on considérait sans intérêt. Quand j'ai commencé à aller étudier l'Amazonie, c'est des régions que le Front pionnier avait sautées en disant « terre pauvre, sans intérêt, on n'en fera jamais rien ». C'est après qu'on s'est aperçu qu'il suffisait d'un petit peu de correction des sols et c'est devenu pratiquement le grenier du Brésil
où se produit le soja, le coton, le maïs, etc. Et ces régions-là ont largement contribué à faire la bascule, puisqu'elles ont voté très massivement Bolsonaro pour des régions qu'on aura peut-être le temps de voir. Bon, ça c'est une carte que j'ai faite bien plus tard, la semaine dernière, qui montre le nombre d'établissements de ce qu'on appelle officiellement l'agriculture familiale. Depuis le passage du Parti des travailleurs au pouvoir, on distingue dans les recensements, il y en a un qui vient de sortir, ça c'est l'agriculture familiale, vous voyez qu'elle est particulièrement nombreuse et prédominante, que je ne dis pas, ça c'est la non familiale. Vous voyez que les couleurs sombres sont très importantes ici. Et puis voilà la familiale qui, elle est faible ici et très forte là. Ce qui veut dire que dans l'agriculture, qui est quand même quelque chose qui pèse lourd encore au Brésil, il y a deux agricultures côte à côte, un peu comme il y a deux Brésil et comme il y a deux lignes politiques actuellement. Voilà, ça c'est l'élevage bovin, enfin l'élevage en général, avec ici l'élevage bovin au milieu, et là les chèvres et les moutons, et là les moutons aussi. Donc vous voyez qu'il y a une coïncidence assez forte entre front pionnier, élevage des bœufs, vote à l'extrême droite. On dit couramment, vous l'avez peut-être lu dans la presse française, que l'élection de Bolsonaro a été faite par les 3 B. Le bœuf, la Bible et la balle. Boi, Biblia et boy. Et l'élevage des bœufs, l'usage effréné, en tout cas la revendication de pouvoir faire usage effréné des armes et les cultes néo-pentecôtistes évangéliques coïncident très fortement dans un certain nombre de régions. On sait depuis Max Weber que le côté entrepreneur le plus frénétique, le protestantisme et un certain conservatisme social vont un peu de la main dans la main. On en a un exemple de plus. Alors on est déjà dans le B, dans le deuxième B, celui des balles. Voilà une carte des homicides au Brésil. Tous les ans est publié au Brésil un atlas de la criminalité qui a la particularité de ne pas avoir de carte. Ce sont des chiffres, donc je m'en suis emparé pour faire des cartes, et plus la couleur est sombre, plus on a de criminalité, soit à l'échelle des 27 États, soit des villes de plus de 100 000 habitants. Et on voit bien que maintenant, la violence, ça n'est plus du tout dans le sud-sud-est, même São Paulo est pratiquement un des États les moins violents. Par contre, la violence a beaucoup monté dans les États du nord-nord-est, qui sont ceux où les problèmes sociaux sont les plus aigus. Donc c'est ceux qui auraient dû être le plus sensibles au thème de l'insécurité, et malgré tout, c'est eux qui ont voté le moins pour Bolsonaro. Et donc les choses ne sont pas univoques. Mais ça, c'est le taux d'homicide à l'intérieur. Voilà le front pionnier. Ici, on voit bien que c'est quand même par là que les choses se passent. Il n'y a pas de relation directe de cause à effet, mais c'est une sorte de Far West où les choses se règlent très souvent de façon très violente, qui fait du Brésil un des pays les plus violents au monde, malheureusement. Alors, d'autres articles que j'ai regroupés parce qu'ils sont moins riches en cartes et donc se prêtent moins à l'exposé tel que je le pense aujourd'hui. Donc, on a un certain nombre, j'ai pris en fait le dernier, celui qui est là, qui est fait par un de mes étudiants de master. Il a pris un sujet particulièrement original, c'est la pénétration du capital chinois dans le secteur électrique brésilien. Donc il a proposé ça, j'étais un peu sceptique, mais en fait oui, il a trouvé assez facilement des cartes chinoises qui proposent l'électrification du monde, de la planète. La Chine a vraiment des programmes, en dehors des routes de la soie dont on a parlé, mais aussi ça. Et donc, ils ont commencé à investir et il a fait l'inventaire des centrales, des barrages et des lignes électriques que les Chinois ont achetées au Brésil et ça commence à faire un ensemble assez considérable. Donc ça, c'est aussi une des variantes géopolitiques. Vous n'entendrez pas beaucoup, voire pas du tout, de critiques de la Chine dans la bouche des autorités brésiliennes pour des coïncidences idéologiques, mais aussi parce que la Chine est devenue le premier client et fournisseur du Brésil. C'est plus l'Europe, c'est plus les États-Unis, c'est la Chine, avec des affrontements et des bras de fer par moments. Ce n'est pas de grands amis, mais il y a une coïncidence d'intérêt au moins partielle. Pour le côté agraire, c'est Eduardo Paulo Girardi qui nous a fait ça. C'est un des éléments forts de tension au Brésil et de montée des idées réactionnaires. C'était en grande partie contre la politique des assentamentos, c'est-à-dire de donner des terres à des paysans pauvres, et ça a créé des réactions très fortes. Donc Eduardo a fait cette carte, celle-là n'est pas de moi, des conflits au Brésil en montrant, je retiendrai un seul élément, tout ce qui est en rouge ici, ce sont les occupations de terres, c'est-à-dire les endroits où les gens cherchent à avoir des terres, et ça, ce sont les assassinats dans des conflits fonciers. Vous voyez qu'il y a quelques régions clés, là aussi autour du front pionnier,
mais de la violence quand même partout, de la violence contre les biens, contre les terres. C'est un des pays encore où la violence est très forte. C'est un pays chaleureux, c'est un pays cordial, ça a toutes sortes de charmes, mais il faut savoir que c'est aussi, pour le moment en tout cas, un pays violent. Bon, oui, ça je vais passer parce que je n'ai pas le temps. Un des articles que j'avais demandé volontairement, c'est sur le Nord-Est. Alors qu'en est-il du Nord-Est? Parce qu'on voyait bien que son comportement était autre. Depuis longtemps, on considère que c'est la région à problème du Brésil, la région épave, la région à la traîne, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Donc on a demandé à des collègues du Nord-Est de regarder ça. Et on a des indices que oui, c'est toujours vrai. Regardez où sont les industries de transformation. Ben, elles ne sont pas beaucoup dans le Nord-Est. Elles sont dans le Sud ou à Manaus, où on a créé une importante zone franche, un petit peu à Fortaleza. Et peut-être que c'est un des éléments aussi qui fait que le Ceará se comporte différemment. Mais de ce que disait Stoge, qui a fait l'article, il faut regarder d'assez près deux éléments nouveaux, le Nord-Est touristique et le Nord-Est de l'agrobusiness. Il y a de plus en plus dans la région du polygone de la sécheresse, qu'on considérait comme la plus pauvre, un développement rapide de pôles de production de fruits et légumes. Et si vous regardez sur vos marchés à Paris ou là où vous êtes en région parisienne, regardez, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui viennent du Brésil. Des mangues, des melons, des citrons. C'est produit dans la région de la sécheresse, sous irrigation, ce qui permet de ne pas être embêté par la pluie, pas de pluie. On irrigue comme on veut, on produit ce qu'on veut au moment de l'année qu'on veut. Par exemple, il y a des vignes qui ont été développées qui produisent 2 récoltes et demie par an, c'est-à-dire 5 en 2 ans. Alors ça ne fait pas un grand vin, hein, ce n'est pas un grand vin de Bordeaux ou de Bourgogne, mais ça permet de faire soit des vins de qualité moyenne que le marché recherche, soit des alcools. On m'a dit qu'une partie du cognac commençait à venir un peu de par là. Et du brandy espagnol, ça j'en suis sûr. À ce titre-là, Bernard Bray, un collègue de l'Université de Lyon, émérite de l'Université de Lyon, a profité de ça. On lui a demandé de faire quelque chose sur justice spatiale. Il a fait sa thèse là-dessus, sur la notion de justice spatiale appliquée au Nord-Est. Et je vous ai mis 2 images. Le nouveau Nord-Est, c'est en partie ça. Les beach parks et les resorts et toutes sortes de choses au bord de la mer. C'est ce genre de choses. Vous voyez que c'est la région du San Francisco qui passe ici, avec ici Petrolina et Juazeiro, et c'est une oasis immense où il y a des milliers et des milliers d'hectares de fruits et légumes qui partent par avion vers les États-Unis et l'Europe. Et donc, ce Nord-Est décomposé, enfin pas détruit, mais dont l'unité est détruite, se compose à son tour d'archipels de grande pauvreté et de richesse. Et on croise encore sur les routes, j'ai pris cette photo l'an dernier, des camions d'eau potable qui vont ravitailler les zones où la sécheresse est telle qu'il n'y a même plus d'eau de boisson. Et donc on peut avoir côte à côte des situations sahéliennes ou pire que sahéliennes et des pôles branchés sur le commerce international à quelques kilomètres de distance. Sur les questions environnementales, l'article est de Nelly, donc si vous voulez poser des questions, c'est à elle. Je précise qu'elle est brésilienne et que donc elle est là pour vérifier que je ne dis pas des bêtises sur son pays. Donc vous pouvez aller l'interroger à la fin, elle vous fera la part de ce que j'ai dit d'approximatif. Alors, les années environnementales de l'année environnementale de Bolsonaro a compris plusieurs choses. Une catastrophe, ça c'est les images d'une télévision de surveillance d'une des mines dont le barrage s'est rompu. Il y en avait eu un il y a 3 ans, il y en a eu un deuxième au début de l'an dernier, qui a fait plusieurs centaines de morts. Et à cette occasion-là, on s'est aperçu que la réglementation sur la surveillance des barrages miniers était très insuffisante. Et il y a plusieurs centaines de barrages qui pourraient suivre ce chemin-là. Et donc c'est vrai qu'il y a des problèmes environnementaux sérieux. Mais le chemin qui est suivi pour les résoudre dans le gouvernement de Bolsonaro est quand même étrange. Le ministre qui a été choisi a été condamné pour crime écologique quand il était secrétaire d'État dans l'État de São Paulo à l'environnement. Donc il a été condamné, il est en appel et donc ça a permis de ne pas le... Et il a pris nettement le parti, et là je le dis sur des faits, de démonter le système de protection de l'environnement au Brésil, donnant toujours raison aux infracteurs. Par exemple, il a évacué, il a diminué beaucoup les budgets du ministère de l'Environnement, il fait toutes sortes de choses tous les jours. Et sur cette photo, il est là, à côté de la ministre de l'Agriculture, dans un champ de soja, en marquant bien que ce qui l'intéresse, c'est la production agricole, même dans les régions amazoniennes. Et donc c'est quelqu'un qui a affiché ses convictions tous les jours. Il a été attaqué très violemment la semaine dernière par le ministre de l'économie brésilien,
qui était à Davos et qui s'est fait engueuler par tout le monde en disant « mais c'est pas possible, vous défrichez l'Amazonie ». Et donc le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Économie, qui a un très très large portefeuille, est rentré en demandant sa tête à Bolsonaro. Il dit « c'est pas possible, il nous fait du tort ». Et du coup, devant ce conflit, on a confié à la ministre de l'Agriculture le soin d'essayer de le modérer un peu s'il ne voulait pas partir. Ça ne m'a pas beaucoup étonné, puisque une des premières choses qu'avait dit Bolsonaro, c'est qu'on supprimerait le ministère de l'Environnement. Ça ne servait à rien, ça faisait qu'empêcher le développement. Et c'est le ministère de l'Agriculture qui a dit « ne faites surtout pas ça, ça va donner une mauvaise image à nos produits, on pourrait bien avoir des boycotts ». Donc ça a été rétabli à la demande du ministère de l'Agriculture. Donc vous voyez que parfois les foucades, ou du moins les annonces faites par Bolsonaro, sont calmées et bloquées par un certain nombre de secteurs un peu inattendus. Sur l'Amazonie, on va en parler un peu plus, parce que je suppose que c'est un sujet que vous avez vu passer avec les grands feux de juillet-août. Ça, c'était la courbe du défrichement dans les dernières années. Vous voyez qu'à part quelques pics, c'était plutôt une tendance descendante. Pour fixer les idées, jusqu'à 2000-2005, on défrichait 30 000 km² par an, c'est-à-dire grosso modo une Bretagne, une région française de la taille de la Bretagne. Et on était tombé aux environs de 5 000 km², c'est-à-dire d'un département français. C'est encore beaucoup, mais c'était quand même 6 fois moins. L'an dernier, là en 2019, ça a de nouveau triplé. Ce qui veut dire que vraiment, les encouragements explicites qui ont été donnés, allez-y les gars, on vous couvre, on produit ce qu'on pouvait attendre. Voilà, ce genre de choses qu'on peut voir. Vous en avez vu sûrement pas mal sur les télés, ça fait des images spectaculaires. Et donc, voilà. Alors, j'ai jamais été autant dans les télés françaises qu'au mois d'août et juillet-août, pour deux raisons. Un, je connais un peu le sujet, et deux, j'étais un des rares qui était à Paris au mois d'août, donc je fais la part des choses. Et donc, j'ai fréquenté des cercles que je ne fréquentais pas jusque-là. Voilà, c'est ça qu'on trouvait dans la presse française. L'Amazonie est en feu, mais si vous regardez bien, on ne peut pas dire qu'ici soit l'Amazonie. D'abord, c'était dans les pays voisins, c'était dans le pays entier. J'ai passé beaucoup de temps à expliquer qu'en fait, le feu au Brésil et en Amérique du Sud sert souvent d'outil agricole. Pas pour le défrichement initial seulement, mais aussi pour régénérer les pâturages, etc. Et donc, quand on regarde la carte des feux, on s'aperçoit qu'il y a effectivement, ça c'était en août, il y a effectivement des foyers un peu partout. Et ce qui a attiré vraiment l'attention cette année, c'est que les feux en Amazonie étaient tels que les courants aériens ont amené la fumée jusque dans le sud. Et on n'y était pas à ce moment-là, mais on a vu des photos de São Paulo où il faisait nuit à 3 heures de l'après-midi. Ça a un peu fait prendre conscience aux gens qu'il y avait une certaine solidarité liée au courant atmosphérique, fait de la géographie physique dure, qui pourrait peut-être les inquiéter. Bon, aussi pour relativiser, voilà le genre de carte qu'on faisait assez fréquemment, les défrichements par État, les feux par État. Quand on regarde dans le détail, on se retrouve dans le Pará, qui est un des États amazoniens. Le bleu, c'est les foyers d'incendie en 2016, en rouge, c'est 2019. Et voilà ce que ça donnait feu par feu, vous voyez que c'est pratiquement partout. Et quand il y a des trous, ici ou là, ce sont ou les réserves naturelles ou les réserves indiennes. Donc les gens qui disent « ça ne sert à rien », ou ceux qui disent « il y a trop de terre pour trop peu d'Indiens, il faut réduire leur place », en faisant ça, bien que ce ne soit pas le but, attaquent l'environnement. En tout cas, il y a une corrélation étroite. Les terres indiennes ne sont pas faites pour protéger l'environnement, mais de fait, elles les protègent. Alors, Pierre Verluise m'avait fait l'honneur de m'inviter à parler de ça, donc je l'ai fait dans DiploWeb, que vous connaissez tous. Et donc, on avait fait ensemble un entretien qui était à ce moment-là sur pourquoi ça brûle. Et puis la Société de géographie aussi, où j'avais expliqué qu'en fait, le ralentissement avait déjà commencé, mais que la conjoncture du moment, là pour le coup, dans ce cas-là, je suis absolument positif sur pièce et avec des chiffres en disant le défrichement a beaucoup augmenté en démontant les organismes de protection qui avaient été montés et en donnant des encouragements à un secteur qui n'en a pas besoin. Ils sont même allés au-delà. Il y a eu 800 producteurs du Pará qui ont mis le feu le même jour, en même temps, pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il les autorise encore plus. Donc il y a toujours plus extrémistes que soi. Voilà, deux collègues françaises ont fait quelque chose sur les barrages en Amazonie, qui est une question qui intéresse beaucoup de gens et qui en inquiète beaucoup, puisque c'est un des plus formidables potentiels hydroélectriques au monde, mais que quand on fait un barrage, on noie des terres, et en particulier souvent des terres indiennes, donc il y a beaucoup de discussions, mais on trouve de plus en plus de très grands barrages en Amazonie, puisque le potentiel
en eau douce du Brésil et à lui tout seul 20% de la planète. Ce qui veut dire que dans les ressources très nombreuses du Brésil, c'en est une. Bon, sur les indigènes, j'en ai dit un mot. François-Michel Le Tourneau, qui est du CREDA, enfin qui est habituellement du CREDA, bien qu'il soit pour le moment aux États-Unis, a montré l'évolution du nombre des terres par gouvernement, sous le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, premier, deuxième, sous Lula, et puis depuis, ça diminue. Et Bolsonaro a été très clair, pas 1 mètre carré de plus pour les Indiens. Au contraire, il essaie de revenir sur des réserves indiennes déjà créées. Bon, et voilà une image, par exemple, qui montre, en superposant sur une image satellitaire les limites d'un certain nombre de réserves. Ça, c'est la réserve indienne, entièrement préservée, ça, c'en est une autre. Et puis entre les deux, c'est complètement déboisé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un fort effet des réserves indiennes. Un de mes étudiants est un passionné des routes et des camions en Amazonie. Il faut de tout dans la nature, hein, les goûts sont dans la nature. Et donc il a fait une étude très précise, en circulant partout, des routes amazoniennes pour voir ce qui se passait. Bon, voilà ce qu'on avait habituellement en Amazonie, des routes où on passait des semaines à circuler sur des ponts précaires. Et de plus en plus, on voit apparaître maintenant des routes asphaltées. Celle-là est celle qui relie la France au Brésil, puisqu'il y a entre Macapá, qui est la capitale d'État la plus septentrionale, la plus au nord du Brésil, et Cayenne, il y a maintenant une route et un pont qui ont été faits. Il y a certains tronçons qui n'ont pas été asphaltés parce que la société a fait faillite, mais d'ici peu de temps, on pourra aller sur une route asphaltée de la France au Brésil, en tout cas de la Guyane française au Brésil. Bon, une des collègues qui s'intéresse, de Marion Aubrey, qui travaille depuis près de 40 ans sur la montée des protestants pentecôtistes au Brésil. Il y a 30 ans, tout le monde riait en disant « mais quel sujet exotique, à quoi bon ?» La suite lui a donné raison. Ça, c'est dans le recensement de 2010. On demande aux gens quelle est leur religion. On s'aperçoit que le nord-est reste très catholique et que la pression forte, et le sud aussi, mais que la pression des évangéliques, c'est le littoral et les grandes villes, mais aussi ces axes pionniers, ce qui confirme un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc le Brésil, grand pays catholique, oui, mais une des dernières constructions à Brésil, c'est le temple de Salomon, qui a été fait là par les protestants, et qui fait là apparaître l'église catholique qui est en face toute petite. 20 000 places assises. Et donc, je l'ai survolé en hélicoptère, mais je me propose d'aller un jour le visiter. Mais il faut soit se convertir, soit payer. Donc les deux me déplaisent, donc j'irai peut-être plus tard. Mais je suis plutôt plus prêt à payer qu'à convertir. Alors, pour finir, dans Outre-Terre, mais pas dans Confines, parce qu'on est plus centré sur la géographie, Michel Korinman tient toujours à ce qu'il y ait un article d'un historien, psychanalyse et politique. Donc il a fait un article sur le Brésil, pays de l'attente. C'est un de ses éléments. Et donc il explique les zones d'attente, de transfert, etc. Et je lui dis, je ne vois pas bien le rapport avec la géopolitique. Donc j'ai un peu cherché des images et je me suis aperçu que Jair Bolsonaro, à l'hôpital, parce qu'il avait reçu un coup de couteau dans le ventre, s'est fait photographier en tenant ce geste des armes. C'est son geste qui lui est favori, il faut s'armer. Et croyez-le si vous voulez, ça n'est pas du Photoshop. Derrière lui, il y avait un moniteur où c'était marqué « Espera ». Et donc c'est un pays de l'attente, même dans ce domaine-là. Il attendait de guérir, il attendait très très lu, donc ça confirmait la thèse de Laurent. Bon, un autre collègue brésilien a fait quelque chose sur ça s'appelle « Le même et l'autre », dont il montre les parentés avec le régime des colonels, enfin le régime militaire qui a contrôlé le Brésil de 64 à 85 et la montée des militaires au gouvernement. Il y a plus de militaires au gouvernement actuel de Jair Bolsonaro que sous le régime militaire. On en reparlera si vous voulez. Et donc voilà une image des gens qui se retrouvent civils et militaires mélangés pour les fêtes du 7 septembre, la fête nationale. Et puis l'autre qui était un psychanalyste qui explique beaucoup de choses par la haine de Lula et donc j'ai tenu à remettre cette scène de la prise de possession du pouvoir, de la posse de Lula en 2003, où l'esplanade des ministères était absolument couverte de drapeaux rouges. C'était un moment d'espoir qui a partiellement tenu ses promesses, partiellement pas. Pour finir, je vais vous mettre cette photo qui pour moi est une métaphore de la situation brésilienne. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous voyez une citoyenne brésilienne au bord de l'abîme, qui est sur le point de s'effondrer dans un abîme sans fond, mais particularité, c'est un paysage plutôt joli. La citoyenne brésilienne en question est pas mal non plus, si je peux me permettre cette remarque sexiste, admirative, et puis surtout elle sourit. Donc,
au bord de l'abîme, sur le point de mourir, et non. Eh bien pourquoi? Ben voilà pourquoi. C'est qu'en fait, si on choisit habilement son angle de vue, et le cinéaste ne me dira pas le contraire, on peut montrer des choses un peu différentes de la réalité, et en fait, la terre ferme est à 1 mètre sous les pieds de ça. Et je me sers de ça comme métaphore pour un article que j'ai publié en 2016, donc il y a un certain temps déjà, que j'ai appelé « L'écume et les courants profonds ». C'est-à-dire, dans la revue Éco-Géo, parce que je voyais déjà venir toutes ces critiques, que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est exact. La crise financière et économique était grave à l'époque, elle l'est beaucoup moins. Le Brésil ne va croître que de 2% l'an prochain. Beaucoup de pays européens, dont le nôtre, aimeraient pouvoir en dire autant. La crise politique s'est plutôt aggravée, mais malgré tout, derrière ça, le Brésil a des atouts. L'immensité, les ressources agricoles et minières, la fenêtre démographique, l'indépendance énergétique. Le Brésil est un des rares pays au monde qui puisse dire on n'a plus de problème démographique, on n'a pas de problème alimentaire, au contraire on exporte, on n'a pas de problème énergétique, on a tout ce qu'il faut. Combien de pays au monde ont ces 3 situations-là en même temps? On peut ajouter une population stabilisée et en même temps assez qualifiée. Le Brésil produit 10 000 docteurs par an dans ses universités. Ils ne trouvent pas tous de l'emploi, je suis bien d'accord, mais quand même, il y a des secteurs qui sont plus avancés au Brésil qu'en France. L'université où nous enseignons tous les deux ne doit rien à personne, et dans les classifications de Shanghai, elle est dans les 100 premières. Et donc, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien au Brésil, il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout, et en tout cas, ça ne justifie pas l'espèce de panique qui consiste à dire « ça y est, le Brésil est devenu fasciste ». Il y a effectivement quelqu'un d'extrêmement douteux au pouvoir, appuyé par de larges secteurs de la société, en partie par rejet du précédent, pas seulement, et probablement un retour de balance. C'est un retour de balancier, il y en aura peut-être un autre. Je suis incapable de vous dire ce qui va se passer, mais on va déjà voir cette année avec les élections municipales. En tout cas, c'est sûr que c'est un président qui gouverne par le verbe, comme un autre plus au nord, si vous voyez ce que je veux dire, qui accapare le débat, et pendant qu'il accapare le débat, on fait des mesures souterrainement dans des domaines qu'on connaît bien. On peut en citer plusieurs. Derrière ce rideau de fumée, il y a des secteurs extrêmement réactionnaires qui reviennent sur beaucoup de choses qui paraissaient être établies dans un sens extrêmement réactionnaire, et même d'avant de la guerre froide. L'ennemi, c'est le communisme, etc. J'ai entendu une fois dans une bouche autorisée, c'est-à-dire dans un débat public, le général commandant les forces amazoniennes, les forces militaires en Amazonie, pris à partie par un de nos collègues en disant « vous êtes un valet du capitalisme, on sait bien que l'armée, ça sert à maintenir le capital », il souriait, il dit « écoutez, on m'avait dit, mais je n'avais jamais eu la preuve, mais c'est bien la preuve que quand une idéologie est vraiment bien vieille, elle fait prendre sa retraite au Brésil ». Alors c'était un peu vrai de cet archéo-marxisme un peu frénétique, mais je pense que les tenants olavistes de Olavo de Carvalho, qui voient encore le monde avec les lunettes du macartisme, eux aussi ont un peu fait leur temps. Alors voilà la tête de la revue qui a été mentionnée 2 fois. Donc c'est la revue dirigée par Michel Korinman, qui est une revue de géopolitique qui parcourt le monde régulièrement. Et l'an dernier, non, il y a 2 ans maintenant, enfin il y a en 2018, sentant venir un résultat d'élection compliqué, il m'avait demandé de coordonner un groupe d'articles faisant un état des lieux du Brésil au moment d'élection et très probablement d'une élection serrée. C'est ce qui s'est bien produit. On n'avait pas prévu le résultat, mais en tout cas, on savait que ce serait compliqué. Alors, par ailleurs, ça a été donc repris dans la revue Confins, qu'on a donc barré Confins Outre-Terre, puisque c'est le même contenu en portugais, de façon à ce que nos lecteurs, qui sont pour plus de la moitié au Brésil, on a eu 120 000 entrées sur le site le mois dernier, on a donc les articles en portugais, donc si vous voulez vous entraîner, vous pouvez avoir les 2 versions. Voilà, c'est une revue franco-brésilienne de géographie, mais au sens large. Capucine disait qu'on est dans la géographie, mais on est aussi dans le pluridisciplinaire. Personnellement, j'ai commencé en histoire avant de basculer dans la géographie, de tomber dans la géographie, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et donc, on a une vision très très large de la géographie, tout ce qui permet de comprendre la dynamique des territoires essentiellement. Voilà, là c'est le coup de publicité gratuite. Le mois de novembre, on a eu 120 000 entrées sur le site. Et donc, ça veut dire qu'on a trouvé un public, principalement au Brésil, mais pas seulement. L'an dernier, on a eu plus de lecteurs en Allemagne qu'en France, ce qui était pour nous une surprise. Et on voit monter tous les mois les lecteurs aux États-Unis et en Chine, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont commencé à trouver des choses intéressantes. Voilà. Et ça, c'est le blog dont a parlé Pierre Verluise, où je mets, quand j'arrive à
à trouver des articles scientifiques bien testés, passés par toutes les procédures, ça va dans la revue. Et quand j'ai une curiosité sur quelque chose qui m'amuse, je le mets dans ce blog qui s'appelle Braise. Par exemple, Marc Ferrez a fait sa carrière de photographe au Brésil. Les premières photos, c'était sous l'Empire. Et il avait un complice dans l'empereur du Brésil qui était amateur de photographie. Et à la fin de sa vie, il tenait les cinémas Pathé à Rio. Donc il a commencé, il a suivi toute une carrière. Voilà. Et la discussion est ouverte avec ces charmantes bébêtes amazoniennes. Donc, on a dit tout à l'heure, je ne vous mordais pas, mais vous pouvez me mordre maintenant si vous voulez. Ouais.